Bonjour mes chères Mélusines, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel nous allons aborder la thématique du coaching. C'est quoi un coach? Déjà ça c'est important je pense d'en parler. Pourquoi et comment devenir coach? Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ça aujourd'hui? Je vais vous en parler parce que je sors tout juste d'une séance découverte et c'est un sujet qui revient très régulièrement, que ce soit dans mes séances découvertes ou bien dans les mails que je reçois. Donc j'avais envie de vous en parler un peu plus aujourd'hui et j'espère que c'est une thématique qui va vous parler et qui va vous aider aussi dans vos questionnements. Donc déjà, je vous remercie d'être là. Pour toutes celles qui arrivent, mettez-moi un petit coucou dans les commentaires, un petit cœur, dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Comme ça me permettra d'être sûr qu'au niveau technique, tout est OK. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'au niveau technique, tout est OK? Et pensez à me mettre des petits cœurs. Donc vous pouvez aussi m'envoyer des petits cœurs si vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires. Vous avez le droit. Au moins, ça me permettra de voir que tout est parfait. En attendant que tout le monde arrive et pour éviter les petits creux, je vais me présenter. Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business switch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles ambitieuses à développer une activité qui soit à la fois vibrante, abondante et parfaitement reliée, alignée à leur être véritable. Voilà pour la petite présentation. Coucou Virginie, je suis très contente que tout soit OK. C'est parfait, ça me fait plaisir. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on va voir une thématique un peu spéciale qui m'est venue tout à l'heure pendant que je me maquillais. Voilà, parce que je ne savais pas encore ce matin de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Il y a encore 3/4 d'heure, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, je sors tout juste d'une séance découverte avec une très belle personne. Et on a parlé d'un sujet qui revient très, très, très régulièrement, que ça soit dans les séances découvertes ou dans les mails que je reçois ou que j'ai reçus. À une époque, j'en recevais très, très, très régulièrement. C'est en gros comment, pourquoi devenir coach. Et j'aimerais aussi vous parler de ce qu'est le coaching. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est beaucoup trop utilisé, très souvent à mauvais escient. Et j'aimerais vraiment vous parler de ma vision à moi de ce qu'est le coaching. On est d'accord, je vais vous partager ma vision qui est très personnelle et de comment se former, où vous former, pourquoi vous former ou pourquoi ne pas vous former, etc., etc. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui se forment au coaching sans trop savoir pourquoi elles se forment à cette pratique-là. Parce que c'est à la mode ou autre. Et parfois, le coaching n'est pas forcément la bonne formation pour vous. Vous allez payer une formation à je ne sais combien d'euros, parce qu'il y en a qui vont très très loin au niveau du tarif. Et peut-être que ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Coucou Karine, coucou Virginie, coucou Annabelle. Donc, merci d'être là. J'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, c'est quoi pour vous un coach? C'est quoi un coach? À votre avis, qu'est-ce que fait un coach? J'aimerais que vous me disiez ça parce que ça me permettrait d'avoir votre vision, vu que comme je vous le disais, c'est un mot qui est utilisé un peu à tort et à travers aujourd'hui. J'aimerais savoir votre propre vision à vous, ce que vous avez pu en voir autour de vous. C'est quoi un coach? Et ensuite, je vais vous donner la vraie définition d'un coach et les différences qu'il peut y avoir avec d'autres types d'accompagnement. Comme ça, pour vous, ça sera bien clair et vous saurez exactement si c'est un coach, si c'est un autre type de personne que vous devez aller voir ou que vous avez envie de devenir vous aussi par la suite. Donc, j'aimerais que vous me disiez ça. C'est quoi pour vous un coach? Alors, pour toi, Karine, c'est une personne qui motive, soutient et ouvre des possibles. Ok, très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est très vu, en particulier chez les coachs sportifs, qui sont vraiment des sources de motivation pour du coup, les sportifs qui veulent atteindre de grands objectifs. Exactement. On va continuer. Virginie,
Un coach, pour moi, c'est une personne qui accompagne, qui donne à réfléchir, qui fait avancer, quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Très bien. Virginie, un coach, c'est une personne qui met des coups de pied au derrière de ses coachés. Il peut, mais il n'est pas obligé. C'est pas obligatoire en fait. Vous avez plusieurs types de coaching et à l'intérieur du coaching, il y a aussi beaucoup de façons de coacher. Si vous le souhaitez, je vous en parlerai après. Ensuite, coucou Belinda, Valérie, un révélateur de ressources, un accompagnant sur des plans physiques, psychologiques et émotionnels. Oui et non, pas forcément. Anna, une personne qui accompagne et donne des solutions et fait réfléchir. Eh bien, je te dirais pas forcément non plus. C'est intéressant de voir votre vision du coach parce que c'est là où je vois qu'il y a énormément de malentendus sur le coaching. Ensuite, coucou Aurélia, coucou Véronique, coucou ma belle Laure. Ok, donc je vais vous expliquer en gros ce qu'est un coach. Un coach, c'est un accompagnant, tout d'abord, qui est là pour aider une personne à atteindre un objectif. Donc ça, c'est déjà une première chose très importante. Un coach, il est là pour aider quelqu'un à atteindre un objectif. Ça peut être un objectif professionnel, un objectif personnel, pourquoi pas un objectif même spirituel, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, un coach est là pour aider son coaché à atteindre un objectif. Un coach, il va beaucoup travailler dans le présent. Il parle très peu du passé. Il est beaucoup dans le présent pour aider la personne à faire émerger des choses, des prises de conscience en particulier. Donc, il n'est pas là pour lui donner des solutions. Il est là pour l'aider à trouver des solutions. Normalement, si le coach est bon, il est plutôt là pour poser des questions, pour apporter du feedback, pour poser les bonnes questions, pour amener son coaché à trouver ses propres réponses, à trouver ses propres ressources. Donc, il n'est pas en posture de consultant où là, le consultant, lui, il va donner des conseils et donner des pistes de solutions à la personne qui vient le voir. Le coach, ce n'est pas le cas. Le coach, il va utiliser énormément le questionnement, donc il va poser pas mal de questions pertinentes. Il va utiliser le feedback. Il va également utiliser l'écoute active, c'est-à-dire écouter vraiment la personne qui est en face de lui, pardon. C'est pas écouter à moitié en faisant autre chose, on écoute vraiment la personne et on lui fait du coup après des feedbacks par rapport à ce qu'on a entendu ou on lui pose des questions. Le coach aussi, ce qu'il va faire, c'est en effet motiver, valoriser la personne pour l'amener à atteindre ses objectifs. Parce que le coach, il est aussi là pour soutenir son coaché. Ça, c'est tout à fait juste. Moi, la première, je vais vraiment booster mes clientes, les aider à atteindre leurs objectifs, donc aussi par la valorisation. Il peut aussi proposer des exercices pour apporter des prises de conscience, pour aider la personne à clarifier les choses, parce que le coach, il est aussi là pour apporter de la clarté, énormément de clarté sur le présent et sur l'objectif à atteindre. Il peut aussi être là pour aider à mettre un plan d'action en place pour atteindre un objectif, etc., etc. Voilà, c'est ça en fait le rôle du coach. Il a une obligation de moyens, mais en aucun cas, il n'a une obligation de résultat. J'ai eu des personnes, moi, qui m'ont contacté, qui m'ont dit, est-ce que tu ou vous garantissez les résultats à la fin de l'accompagnement? Non. Et je vais vous dire pourquoi je ne garantis pas de résultats. Parce que le coach estime que la personne en face de lui est créateur de sa vie, est créatrice de sa vie. Moi, j'estime que je suis juste, comme j'expliquais à une cliente il n'y a pas longtemps, une porte sur le chemin d'une personne. C'est tout. Je suis rien de plus, en fait. Je vais juste être là pour apporter, pour aider à apporter des prises de conscience, pour aider à apporter des solutions, etc.
J'ai bien dit aider à, pas apporter. Et du coup, c'est la personne qui est maîtresse de sa vie. Moi, quand j'accompagne mes clientes entrepreneuses, je vais les aider, je vais les accompagner, mais à côté de ça, c'est elles qui font. C'est pas moi qui vais faire. Donc, quelque part, c'est pas moi qui peux être garante des résultats. C'est elles, si elles s'en donnent les moyens, elles vont pouvoir atteindre les résultats. Si elles s'en donnent pas les moyens, elles ne les atteindront pas. Est-ce qu'un coach est là pour mettre des coups de pied au cul? Oui et non. En fait, il y a un outil dans le coaching qui s'appelle la confrontation. La confrontation, c'est mettre le coaché face à ses problèmes, à ses difficultés, à des comportements qui sont néfastes pour lui. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais coach de vie, j'avais une cliente qui arrivait tout le temps en retard. Tout le temps en retard. Mais un jour, on a commencé la séance de coaching en travaillant sur cette problématique-là. Je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, on va vraiment parler du fait que vous arrivez tout le temps en retard. J'aimerais qu'on en parle de ça aujourd'hui. Et du coup, voilà, on a essayé de faire émerger pourquoi, en fait, la personne arrivait tout le temps en retard. Donc, c'est aussi le coach, un accompagnant qui va aider à trouver les blocages, à trouver les conditionnements, à trouver les résistances pour pouvoir, du coup, les dépasser. Et la confrontation, ça peut être aussi, je me rappelle très bien d'un client un jour, je lui donnais des exercices à faire entre les rendez-vous, il ne les faisait jamais. Et un jour, il m'a dit, j'ai l'impression franchement que ça avance pas, le coaching. Je lui ai dit, ben oui, vous faites pas vos exercices, ça peut pas avancer. Donc je lui ai dit, ça va être très clair, je ne veux pas vous revoir en rendez-vous tant que vous n'aurez pas fait vos exercices. Ça ne sert plus à rien de venir. Et là, on est dans de la confrontation, ce que vous allez appeler un coup de pied au cul. Oui, en effet, ça peut arriver qu'on soit dans cette posture-là s'il y a besoin. Maintenant, il n'y en a pas forcément toujours besoin parce que quelqu'un qui va voir un coach, il est quand même motivé à changer. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin d'un coup de pied au cul, mais il y a besoin de valorisation, de motivation et un coach se doit de croire en son coaché. Ça, c'est une règle du coaching. On ne peut pas accompagner quelqu'un si on ne croit pas en lui ou en son projet. Moi, je vais vous dire, ça m'arrive de dire non à des personnes, soit parce que j'estime que leur projet ne tient pas forcément la route, soit parce que j'estime qu'elles ne sont pas prêtes, soit parce que réellement, je ressens que ce ne sont pas des personnes qui vont apporter du bien ou qu'elles ne sont pas faites pour être entrepreneuses, tout simplement. Donc, ça m'arrive de dire non. Et c'est aussi, je vous dirais, au niveau déontologique, c'est important de savoir dire non. Donc, ça, c'est un coach. Après, vous avez le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui a atteint un certain stade et qui va accompagner des personnes qui sont en début de cheminement. Donc, il peut y avoir des mentors en entrepreneuriat, en spiritualité, des mentors aussi, pourquoi pas, pour perdre du poids, etc., etc. C'est des personnes qui ont déjà atteint un certain niveau et qui vont accompagner des personnes à travers des conseils, à travers de l'inspiration, à travers des exercices, etc. Et surtout à travers leurs propres expériences. Ça, c'est le mentor. Donc, le coach n'est pas un mentor, d'accord? Après, vous allez avoir le thérapeute. Le thérapeute, il est là, lui, pour aider quelqu'un à guérir de traumatismes, de blessures, du passé, etc., etc. Donc, le thérapeute, lui, il est beaucoup dans le passé. Contrairement au coach, je vous disais, le coach est beaucoup dans le présent. Ça peut arriver que le thérapeute aille un peu dans le présent, mais ça peut arriver que le coach aille un peu dans le passé. Moi, ça m'arrive parfois. Parce que parfois, on a besoin d'aller dans le passé pour voir le conditionnement, la résistance qu'il y a sous telle ou telle problématique. Donc, ça peut arriver. Mais un coach n'est pas censé rester dans le passé. Il peut y avoir une séance où il peut en parler pour avancer sur une problématique, tandis que le thérapeute, lui, il est beaucoup à relater le passé, à travailler sur le passé. Et c'est là où, pour moi, les deux sont très complémentaires. Le thérapeute et le coach ne sont pas des concurrents, comme on peut parfois le voir. Ils sont totalement complémentaires. Ils peuvent travailler en vraie coopération pour aider une personne. Ensuite, vous allez avoir le consultant. Je vous en parlais tout à l'heure. Le consultant, c'est quelqu'un qui est là pour apporter des conseils sur quelque chose.
Ça peut être un consultant en marketing qui va du coup apporter des conseils pour aider son client au niveau du marketing. Ça peut être aussi un consultant qui va aider, imaginons, des personnes à évoluer aussi au niveau spirituel, au niveau émotionnel, etc., etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui va donner des conseils. Le coach, lui, ne donne pas de conseils. C'est bien clair pour vous, je le répète une deuxième fois. Le coach ne donne pas de conseils. C'est le consultant qui donne des conseils. Le coach, lui, il amène la personne à trouver ses propres réponses. Voilà, ça, je veux que ça soit bien clair. Et ensuite, vous avez aussi le superviseur. Le superviseur, il est là pour aider un coach, un thérapeute, un accompagnant à évoluer dans sa pratique, à être bien en accord, à être bien juste dans sa posture d'accompagnant, à être bien juste dans son code déontologique, dans son éthique, etc., etc. Moi, ça m'est arrivé, parce que ça fait quasi 8 ans maintenant que je suis coach, ça m'est arrivé d'être superviseur pour des bébés coachs qui débutaient et qui n'avaient pas forcément, enfin, qui avaient des problèmes dans leur accompagnement, dans leur posture, dans leur déontologie, etc., etc. Donc, moi, ça m'est arrivé de me mettre en posture de superviseur. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'un accompagnant peut se mettre dans différentes postures. Moi, je suis coach, d'accord? Je suis certifiée coach. Donc, j'ai une formation, j'ai signé une certification, enfin, j'ai obtenu, pardon, une certification et j'ai signé un code de déontologie, etc., etc. Donc, je suis coach certifiée. À côté de ça, dans ma pratique, je suis également mentor, je suis également parfois superviseur, je suis également parfois thérapeute, moins aujourd'hui, mais quand j'étais coach de vie, ça pouvait m'arriver. Et je suis parfois aussi consultante. Quand je vais aider mes clientes à travailler sur leur stratégie marketing, je ne suis plus dans une posture de coach. Par contre, quand je les fais travailler sur leur alignement, sur leur vision, parfois même sur leur clientèle idéale, je suis dans une posture de coach où là, je suis plutôt dans le questionnement et dans l'émergence, dans le fait de faire émerger des choses. Par contre, quand je suis dans des choses beaucoup plus techniques, je suis soit dans une posture de mentor, soit dans une posture de consultant. Et c'est OK. Par contre, ce qu'il faut, c'est savoir à quel niveau on est. Est-ce que là, en ce moment, on est en posture de consultant? Est-ce qu'on est en posture de mentor? Est-ce qu'on est en posture de coach? Qu'on le sache et qu'on ne mélange pas tout. Parce qu'un coach, et je le répète, n'est pas là pour conseiller. Loin de là. Et je vous dirais même que c'est beaucoup moins puissant quand on conseille. Et moi, j'ai aussi la posture de médium. C'est-à-dire que depuis que je suis coach, j'ai dû gérer le fait que j'ai des infos aussi pendant mes rendez-vous. Et comment est-ce que j'arrive à trouver l'équilibre entre ma posture de coach du fait de faire émerger et ma posture de médium de savoir déjà certaines choses. Et du coup, de parfois amener la personne à trouver elle-même ce que moi, je sais déjà. Parfois, ce n'est pas hyper facile. Et ça peut m'arriver pour gagner du temps, de dire les choses et du coup de ne pas me mettre forcément en posture de coach. Mais j'en ai conscience et je le sais que je ne suis pas en posture de coach. Est-ce que c'est clair pour vous déjà la différence entre tout ça? Entre le coach, le thérapeute, le superviseur, le mentor, le consultant et on a tout simplement aussi l'accompagnant qui est là pour accompagner. Voilà, tout simplement accompagner dans une posture de relation d'aide. C'est important de connaître la différence pour vous si vous devez aller voir des personnes, mais pour vous aussi si vous souhaitez vous former. Imaginons, vous avez envie d'aider des personnes à se libérer de leur blocage, à peut-être gagner en confiance en elles, etc. Est-ce que c'est le métier de coach qui fait la formation de coach qui sera la mieux? Peut-être pas. Peut-être qu'il sera préférable de vous former en thérapie, pourquoi pas en hypnose, pourquoi pas, je ne sais pas moi, en PNL, pourquoi pas, j'en sais rien, il existe tellement de pratiques différentes, mais il faut vous poser la question, quelle est ma cible? Qui est-ce que j'ai envie d'aider? J'ai envie de les aider à quoi? Et pour arriver à ça, c'est quoi la meilleure formation? Parce que parfois, ce n'est pas forcément le coaching.
Et à l'intérieur même du coaching, vous allez avoir le coaching de vie qui est du coaching plutôt personnel, pour aider les personnes plutôt au niveau personnel. Vous avez le business coaching, c'est ce que moi je fais, c'est plutôt pour aider les entrepreneurs et les entreprises à développer leur activité. Et vous allez aussi avoir, ça ressemble un peu au business coaching, mais pas toujours, du coaching d'entreprise, où là, parfois, on peut mêler à la fois du coaching de vie et du coaching plutôt business. Parce que moi, je connais, il y a des coachs d'entreprise qui vont parfois dans les entreprises pour aider les employés à se sentir mieux, à sortir du burn-out ou d'autres choses. Et là, on est dans du coaching d'entreprise. On va quand même travailler sur l'environnement de l'entreprise, mais ça ne sera pas du business coaching à proprement dit pour développer l'entreprise. Est-ce que tout ça, c'est clair pour vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Mettez-moi des petits cœurs, mettez-moi des petites choses pour que je sois sûre que tout est clair pour vous. Alors, super Anne, top. C'est ça, Laure. Dans l'accompagnement, on ne peut pas garantir de résultats. Ce n'est pas possible et ce n'est pas déontologique de le faire. Certes, sur des pages de vente, moi je dis toujours que c'est important de mettre des promesses quelque part. Mais il ne faut pas non plus mettre des promesses qui sont fausses ou qu'on ne peut pas promettre, qu'on ne peut pas garantir. Merci Belinda, super. Coucou Marjorie, coucou Amélie. Merci Caroline. Mais je sais, on le répète très souvent et c'est pour ça que j'ai eu besoin de faire ce live aujourd'hui. Et je vous invite à le partager autour de vous si vous avez l'habitude de le répéter à tout le monde. Comme ça sera bien clair pour tout le monde. Je vois trop de n'importe quoi aujourd'hui. Des gens qui s'improvisent coach et qui ne font pas du tout de coaching, ils font du consulting ou de l'accompagnement. Ils ne font pas de coaching. Le coaching, c'est un métier à part entière. Après, et je pense que Caroline, c'est pareil, moi, je l'utilise comme un outil parce que j'estime pas que je ne sois que coach. J'estime que je suis à la fois coach, à la fois mentor, à la fois consultante, à la fois médium et même parfois superviseuse, comme je vous le disais tout à l'heure. Je ne suis pas que coach. C'est d'ailleurs pour ça que je dis maintenant que je suis coach holistique et business witch parce que je ne veux pas être connue que comme étant coach. Je ne fais pas que ça en rendez-vous. Et si je vous disais je ne suis que coach en rendez-vous, je vous mentirais parce que ce n'est pas vrai. J'utilise d'autres outils à côté de ça. Coucou ma belle Valérie, tu vois, je fais suite à ton post d'il y a quelques jours. Donc là, vous avez compris la différence entre tous ces différents métiers. À côté de ça, il faut comprendre que un coach, vu que c'est un métier, il se doit d'être formé. Arrêtez de vous improviser coach. Si vous n'êtes pas formé au coaching, vous n'êtes pas coach. Aussi simplement que ça. Arrêtez de dire « oui, c'est l'expérience qui fait un bon coach, pas les diplômes ». L'expérience est hyper importante, on est d'accord sur ça. Maintenant, le coaching, c'est un métier. Il faut quand même vous dire qu'entre vos mains, vous allez avoir des personnes fragiles. Si vous n'êtes pas correctement formé, qu'est-ce qui peut se passer? Pour tout vous dire, quand j'étais coach de vie, donc j'ai été coach de vie pendant quasi 5 ans et demi. Quand j'étais coach de vie, j'ai eu des personnes dont le fils s'était suicidé. J'ai eu une petite fille de 12 ans qui depuis 4 ans vivait des attouchements j'arrive plus à trouver le mot, de l'inceste de la part de son père. J'étais la première personne à qui elle le disait. J'ai eu des personnes qui étaient en burn-out. J'ai eu de tout. J'ai eu de tout. Si vous n'êtes pas correctement formé, comment vous allez gérer ces personnes-là? Bien entendu que ces personnes-là, je les ai redirigées très rapidement vers des thérapeutes ou des psys. On est d'accord. Bien entendu que la petite fille qui est venue me voir qui avait 12 ans, je suis le lendemain allée voir la police pour poser une main courante. J'ai annulé tous mes rendez-vous pour aller à la police le lendemain. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui a été très dur
pour moi, ça a été très dur à vivre. Et heureusement, même qu'à l'époque, j'étais supervisée. Parce que comment j'aurais comment est-ce que j'aurais dépassé ça? Moi-même, vous le savez, plusieurs d'entre vous le savent, j'ai été violée. Bien entendu, pas par mon père, hein, on est d'accord, mais quand on a été violé, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui est inceste, à tout ce qui est viol, à toutes ces choses-là qui sont affreuses. J'ai cassé une famille à ce moment-là parce que les petites, parce qu'il y avait sa petite sœur, ont été placées dans une famille d'accueil. Ça a été très dur pour moi, honnêtement. J'aurais pas été supervisée, j'aurais pas été correctement formée. Je ne sais pas si j'aurais pu vivre ça comme je l'ai vécu. Il faut aussi se dire que quand on est coach, donc déjà on a des vies entre les mains de gens fragiles. Moi j'ai récupéré des coachés qui avaient été accompagnés par des coachs très réputés et qui avaient subi du harcèlement, qui avaient subi de la manipulation de ces coachs. Donc, on va aussi dire que même si on est formé, ça n'empêche pas qu'il y a des pourris dans tous les secteurs. Hein. On est d'accord. Par contre, le fait d'être formé, on adhère quand même à un code déontologique. On se doit de se former tous les ans. On se doit d'être supervisé. On se doit de respecter une vraie éthique et un vrai code déontologique. Donc, quelqu'un quand même qui est formé et qui est certifié, c'est quand même quelqu'un de plus sérieux que quelqu'un qui n'a rien. On est d'accord. Après, bien entendu que votre expérience est importante. Je ne suis pas la même coach aujourd'hui que ce que j'étais en 2012. On est d'accord. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai acquis beaucoup plus d'outils, d'expériences, etc., etc. Je me suis supervisée depuis, etc. Je ne suis plus du tout la même personne. Les personnes que j'ai accompagnées à cette époque, je les accompagnerai aujourd'hui, je pense qu'on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et c'est normal quelque part. Maintenant, l'expérience ne fait pas tout parce qu'on a un être humain entre nos mains. Et quand vous avez quelqu'un qui vient de perdre son enfant, qui s'est suicidé, que vous avez la personne qui pleure et que vous êtes hypersensible, parce que moi, je me rappelle avoir pleuré avec cette cliente en rendez-vous, il faut avoir des outils, il faut être prêt à assumer ça. Ou à assumer une femme de 80 ans, parce que ma plus ancienne coachée, enfin, la coachée la plus âgée que j'ai eue avait 80 ans. Elle a pleuré dans mon bureau, elle était très très mal. J'aurais pas été formée, je ne sais pas comment je l'aurais accompagnée. Donc il faut arrêter de s'improviser thérapeute, accompagnant ou coach. C'est grave. Et j'insiste, c'est grave. Parce que vous avez des personnes entre vos mains. Et que ces personnes-là peuvent être très fragiles. Et après, je reviens sur le fait de la supervision. La supervision est importante parce que ce qui peut se passer, c'est des transferts. Vous pouvez vivre des transferts avec vos clients. Vous pouvez également vivre comment je pourrais dire ça? Vos clients peuvent faire réémerger des blessures en vous, des blessures anciennes. Si vous n'êtes pas supervisé, comment vous allez gérer ça? Donc, ça peut être supervisé par un superviseur, supervisé par un psychothérapeute. À vous de choisir par qui vous avez envie d'être supervisé. Mais la supervision est importante. Parce que, et surtout si vous accompagnez des personnes qui ont des difficultés de vie, moi aujourd'hui, je me fais moins superviser parce que c'est du business coaching. Donc, je vais dire, je suis toujours accompagnée par des coachs, des mentors, mais j'ai moins besoin de supervision. Par contre, je sais que si j'ai un souci qui arrive, je sais où sonner. Parce que j'ai des superviseurs qui m'ont accompagnée pendant des années. Et je sais que si j'ai besoin, je saurai vers qui aller. Et je le ferai. Parce que c'est primordial. Vraiment. Moi, ça m'a permis parfois aussi de faire attention à mon code de déontologie. Parce qu'il y a des fois où on fait des erreurs. Et on ne le fait pas exprès parce qu'on n'est pas assez expérimenté. On fait des erreurs au niveau déontologique, au niveau de notre posture aussi d'accompagnant. Donc le fait d'être supervisé, ça nous permet quand même de voir aussi, d'avoir des retours de personnes qui ont des années de métier et qui peuvent vous dire, ça va, ça va pas, là tu es quand même limite, là, voilà. Donc c'est quand même important aussi d'être supervisé.
Autre chose aussi, je vous ai dit tout à l'heure, attention donc à bien réfléchir à votre cible, à bien réfléchir aux objectifs pour vous former correctement. Après, il existe, je vous dirais, 2 écoles de coaching. Vous allez avoir le coaching avec de grandes écoles très réputées, formidables, hein, très complètes, le cursus est très complet. Ça va être du coaching un peu plus mental, très intéressant mais un peu plus mental. Si vous êtes comme moi et que vous êtes des personnes assez intuitives, assez sensibles, beaucoup dans le cœur, ce n'est pas forcément des formations de coach qui vont vous convenir. Il vaut mieux aller vers du coaching un peu plus intuitif, du coaching un peu plus de cœur. Et là, je ne peux que vous encourager à vous diriger vers l'Union Formation, L-U-N-I-O-N, donc tout attaché, l'Union Formation. C'est Gilles Guyon qui est le formateur de l'Union Formation, avec sa femme Vanessa, qui est médium. Et en fait, cette formation-là de coach est une formation qui mêle le coaching, mais vraiment avec de vraies bases très concrètes et très, je vous dirais, très, très, très professionnelles. La formation est très bien faite, hein, mais c'est du coaching de cœur, c'est du coaching qui mêle aussi beaucoup la spiritualité, l'intuition. Et honnêtement, pour éviter de vous couper quand même de qui vous êtes et de votre sensibilité, de votre intuition, c'est quand même mieux d'aller vous diriger vers des formations comme ça. Voilà. Il y en a qui me demandent souvent, excusez-moi, il faut que je tousse. Il y en a qui me demandent souvent quelle est la formation que je préconise. Ça dépend. Si vous voulez faire du coaching d'entreprise, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers les grandes écoles de coaching parce que ça va vous apporter un vrai et très bon cursus. Et au niveau des entreprises, elles préfèrent quand même ces formations-là. Pour tout vous avouer, elles aiment bien ces formations-là. Si vous souhaitez faire du coaching plutôt de vie ou du coaching un peu voilà, orienté spiritualité, tout ça, l'Union Formation avec Gilles Guyon est top, vraiment topissime. Donc ça va être à vous de choisir aussi votre école. N'hésitez pas, avant de choisir votre école, à prendre le temps d'avoir un rendez-vous téléphonique avec le formateur, à discuter avec lui de vos envies, de vos besoins, de vos objectifs et de voir si ça vous correspond ou pas. Ça, c'est important aussi. On ne paye pas une formation comme ça. Voilà, il faut quand même avoir un minimum discuté avec le formateur. Évitez les formations à distance, comme le CNED, comme le CNFDI, parce que malheureusement, ces formations-là, je suis désolée, mais vous ne vous entraînez pas à coacher des personnes en fait dans ces formations. Qu'est-ce que vous faites? Vous lisez de la théorie. Le coaching, l'accompagnement, c'est quand même de l'humain. Donc, je vous conseillerais toujours d'aller vous former en présentiel, de faire plutôt du présentiel, ou alors de choisir des formations en ligne. L'Union Formation le fait, mais qui vous permet d'avoir des binômes aussi, d'avoir des personnes sur qui expérimenter les choses. Voilà. Ça, c'est quand même mieux, parce qu'on n'apprend pas le coaching en lisant de la théorie. Le coaching, c'est de l'humain, c'est du partage. On n'apprend pas l'écoute active en lisant un bouquin. On est d'accord? Moi, je me suis formée, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois au coaching. Vous avez de toute façon toutes mes formations sur mon site. Vous pourrez aller voir. Je me suis formée plusieurs fois. Et je continuerai toujours à me former parce que je trouve que c'est très important. Et en plus, ça fait partie de mon code de déontologie, mais ça fait aussi partie de mes valeurs d'évolution et d'amour de l'apprentissage. Donc, je vous inviterai à vous former régulièrement. Imaginons que vous avez envie de devenir coach parce que c'est votre envie, mais vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de vous former. OK. Vous pouvez commencer, comme je l'expliquais à une de mes clientes tout à l'heure, enfin à une de mes futures, j'espère, clientes tout à l'heure, en séance découverte. Vous pouvez commencer par proposer des petits ateliers. Et à côté de ça, mettre de l'argent de côté tous les mois pour vous offrir cette formation de coaching qui vous donne envie, ou cette formation de thérapeute ou autre. Commencez par proposer des petits ateliers. Pourquoi pas? Mais dans tous les cas, avant d'accompagner de l'humain, on se forme. On ne commence pas comme ça parce qu'on a lu les 4 accords Toltec, parce qu'on a lu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, etc., etc. Des lectures restent des lectures.
Et c'est pas parce que vous avez beaucoup voyagé, que vous avez beaucoup échangé, etc., que vous êtes déjà formé pour être thérapeute. C'est des bêtises de penser ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous? Donc, je vais regarder s'il y a des choses qui ont été notées. Exactement, Virginie. L'expérience fait de nous des mentors, pas des coachs. Tout à fait. Et comme dit Valérie, il faut savoir utiliser son expérience. Exactement. Parce que les formations que vous allez faire, voilà, vous allez faire des formations. Après les formations, il faut les incarner, les intégrer, les incarner et proposer vos propres outils à vous. Quand j'ai fait la formation avec Gilles, par exemple, j'ai appris une trentaine d'outils. Il y en a que j'utilise, il y en a que j'utilise pas, mais moi, je crée surtout mes propres outils parce que j'aime ça. Mais c'est comme si vous apprenez, c'est la même chose, les soins énergétiques. Il y en a par exemple ici qui sont formés au Reiki. Moi, je me suis formée au Reiki. Ben, je l'ai fait moi, enfin, je l'ai fait mien après. Vous allez apprendre un protocole, vous allez apprendre des gestes à faire. Après, vous allez l'intégrer et l'incarner à votre façon, cette pratique-là. C'est comme pour tout. On se forme et après, on se fait sien les outils qu'on a appris. Mais tout en gardant la posture, une posture saine, propre, juste. Et c'est mieux quand même, comme je vous le disais, de se faire superviser pour ne pas partir en vrille. Notamment même quand ça fait plusieurs années que vous êtes coach, thérapeute ou autre, c'est pas pour autant qu'il faut plus se faire superviser. Parce qu'au contraire, parfois on perd des mécanismes qu'on avait au début. Donc attention aussi à ça. Merci Marion. Alors Caroline, j'ai vécu un méga transfert alors que j'étais supervisée dans le but d'obtenir ma certification de coach. Heureusement que ma superviseure était là. C'est ça. Il faut vraiment se dire que les transferts sont possibles. Ce qui peut même arriver. Je vais vous raconter une petite histoire qui, j'espère, restera entre nous. Il y a quelques années, attention, c'est un scoop, je ne l'ai jamais raconté, peut-être à quelques coachés, mais je ne l'ai jamais raconté cette histoire. Jamais. Il y a quelques années, j'ai accompagné un homme. J'accompagnais quelques hommes à l'époque quand j'étais coach de vie. J'ai accompagné un homme dont je tairai le prénom, parce qu'en plus je sais qu'il aime ma page. J'ai accompagné un homme et je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, ce n'était pas la première fois que j'accompagnais des hommes. Vraiment, ce n'était pas du tout la première fois. J'ai eu un coup de cœur pour cet homme. J'étais déjà avec David à l'époque. Je pense que c'était quelque chose de l'âme. C'était une reconnexion d'âme. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un que j'avais déjà connu dans une vie antérieure. Et c'était au-delà de le trouver mignon et tout ça. J'ai eu un truc qui s'est passé avec cet homme-là. Très fort. Au début, je me suis dit, bon, on va attendre un peu, on va voir. Je l'ai gardé pour moi, mais c'était très compliqué. Parce qu'en fait, quand cet homme, il partait, je n'arrêtais pas de penser à lui. C'était carrément une obsession. Au bout de 3 rendez-vous, je me suis dit, Laurie, là, déontologiquement, ce n'est pas bon. C'est pas bon ce que tu fais. Tu devrais arrêter l'accompagnement parce que, voilà. En plus, il était venu me voir parce qu'il venait de terminer une relation avec quelqu'un. Enfin, il y avait des jeux de séduction dans le rendez-vous. Enfin, c'était vraiment pas sain du tout. J'en ai parlé à David, hein, sachez-le. Moi, je suis très transparente et très authentique. Je déteste le mensonge. J'en ai parlé à David, donc mon concubin, je ne vais pas dire mon conjoint, on n'est pas mariés, mais enfin, la personne avec qui je suis depuis 8 ans maintenant, je lui en ai parlé et je lui ai dit que j'étais vraiment perdue, que c'était très compliqué pour moi de gérer ça. Et j'ai arrêté les rendez-vous avec lui. J'ai préféré arrêter. Pourtant, on évoluait, enfin, il évoluait et tout ça. Il était très content des rendez-vous. Je le lui ai dit à lui. J'ai dit à mon client que j'éprouvais une attirance pour lui, que c'était très compliqué pour moi de l'accompagner parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il ne m'a pas rejeté, je vous avoue. Donc, je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait dans la réciprocité. J'ai arrêté les rendez-vous. J'ai préféré faire ça parce qu'au niveau déontologique, c'était pas OK. C'était pas possible d'accompagner quelqu'un comme ça. D'ailleurs, on dit souvent qu'en coaching, on ne peut pas accompagner notre propre famille, on ne peut pas accompagner nos amis parce qu'on ne peut pas être neutre. Et là, je ne pouvais pas être neutre avec cet homme parce que je l'accompagnais pour
travailler différentes choses et en même temps, ben, j'ai prouvé quelque chose. C'était vraiment complexe comme situation. Et pareil, j'en ai parlé à mon superviseur après, parce qu'il fallait travailler ça. Vous pouvez vivre des transferts de ce type-là. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous rappelle votre mère, votre père, votre sœur, une ancienne amie, un ancien conjoint, enfin un ancien amoureux, etc., etc. Ça peut arriver, ça aussi. Et vice-versa. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous prenne pour sa mère, pour son père, pour je ne sais pas qui. Et il faut faire attention à ces histoires de transfert, de contre-transfert, etc. Ça, si vous n'êtes pas supervisé, ça peut être dangereux et ça peut être très perturbant et même contre-productif dans vos accompagnements. Donc, attention à ça, vraiment. Merci Véronique. Alors, tes mots sont de la musique à mes oreilles. Merci Caroline. Mais ça ne m'étonne pas, on est vraiment sur la même longueur d'onde, toi et moi. Ah, coucou Aurélie, merci beaucoup. Plein de bisous Karine, passe une très belle fin de journée. Toi aussi Anne, belle journée et plein de bisous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous? Donc, on a vu les différences entre coach, mentor, superviseur, etc. Si vous n'étiez pas là au début, pensez à regarder le début. On a vu est-ce qu'il faut se former ou pas. On a vu aussi pourquoi se former, pourquoi ne pas se former. Ça dépend de votre cible et de votre objectif. On a vu le code déontologique, on a vu aussi la posture, etc., les transferts, la supervision, etc. Autre chose d'ailleurs dont j'ai oublié de vous parler, est-ce que c'est utile de vous appeler coach? Pas forcément. Pas forcément. Vous avez envie de vous dénommer coach, vous pouvez, vous n'en avez pas envie. Voilà. Si vous êtes formé coach, vous pouvez en tout cas vous donner cette dénomination-là. Si vous n'êtes pas formé coach, ne vous dites pas coach. En tout cas, c'est ma vision des choses. Je ne rejette pas et j'aime profondément tout le monde, hein, mais sachez que moi, ça me fait mal aux oreilles et ça me dérange de voir quelqu'un s'appeler coach s'il n'est pas formé au coaching. Après, par contre, j'en parlais tout à l'heure avec la belle personne que j'ai eu un rendez-vous découverte. Il y a des coachs, parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, mais des coachs nutrition, des coachs ci, des coachs ça. Moi, je connais des coachs nutrition qui sont à la fois formés à la diététique et au coaching. Et ce sont des coachs. Ce sont des personnes qui se mettent en posture de coach. Et la même chose je connais des personnes qui sont formées en astrologie et qui ont décidé de se former également en coaching pour faire aussi du coaching à travers leur séance d'astrologie. Et du coup, elles font de l'astro-coach. Et elles ont une posture de coach aussi dans leurs accompagnements. Donc voilà, si vous êtes formé au coaching, vous pouvez l'utiliser comme outil, même si vous êtes aromathérapeute, même si vous êtes psychologue, il y a des psychologues qui sont formés au coaching, j'en connais. Et du coup, ils ont les deux casquettes. Et je trouve ça top, pourquoi pas? Autre point d'ailleurs dont j'ai oublié de vous parler, et on finira sur ça, est-ce que c'est utile d'avoir une certification et est-ce que c'est utile d'avoir une formation RCP? Je crois que c'est RCP qu'on dit. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Moi, je suis certifiée. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Non. J'ai fait un mémoire pour être certifiée, tout simplement. J'ai montré mes capacités de coach, mais c'est tout. Est-ce que la certification est obligatoire? Je vous dirais non. La formation, oui. La certification, pas forcément. Je connais des coachs qui sont formés, qui ne sont pas certifiés et qui sont excellents en tant que coach. Donc, une certification n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faut que ça soit une formation validée par l'État, etc.? Pas forcément. Tant que vous êtes formé, que la formation est de qualité et qu'elle vous apporte tous les outils dont vous avez besoin et la posture pour être coach, il n'y a pas forcément besoin que ça soit une formation validée par l'État. Et je vous dirais qu'il y a des formations validées par l'État, moi j'en connais, qui sont moins bonnes que d'autres qui ne le sont pas. Donc ça ne veut rien dire du tout. Vous savez, c'est comme les produits bio.
et les produits qui ne sont pas bio, qui sont parfois plus bio que les produits bio. C'est la même chose en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une validation par l'État. Ce qu'il faut, c'est avoir une formation qui tienne la route, qui soit professionnelle et qui vous apporte une réelle posture. C'est ça qu'il faut. C'est ça le plus important, je vous dirais. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions sur du coup le métier de coach, comment le devenir? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de me demander avant qu'on se quitte et que j'aille manger? Alors, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas parlé aussi du statut formateur, mais vous avez aussi le statut formateur qui n'est pas la même chose que coach, mais un coach peut aussi être formateur. Voilà. Il y a tellement de casquettes différentes qui existent, à vous de voir laquelle est la meilleure pour vous. Ça, c'est le plus important, je vous dirais. J'avais d'ailleurs écrit un article sur ça, sur les personnes qui voulaient absolument aider les autres et qui voulaient absolument être thérapeute ou coach. On peut aider les autres sans être thérapeute ou sans être coach. On peut le faire de différentes façons. Je ne vois pas de questions. Donc, très probablement que tout était clair. Je vous invite à mettre un petit cœur à la vidéo. Vous savez que Facebook adore les petits cœurs aux vidéos. Donc, mettez-moi un petit cœur, ça me fera plaisir. Partagez-la si on vous pose régulièrement cette question ou si vous estimez que c'est important de la partager parce que voilà, ça a quand même besoin d'être entendu, tout ça, je pense réellement. Je pense pas qu'il y a certaines personnes à qui j'ai rien appris là aujourd'hui, mais je pense que c'était important de reposer les choses, de recadrer les choses, parce qu'il y a trop de dérives aujourd'hui. On en parlait la semaine dernière sur la spiritualité. Là, aujourd'hui, on parle du coaching, mais j'en ai pas parlé par rapport à ça, j'en ai parlé parce que dans le rendez-vous avec ma cliente ce matin, on a parlé du coaching, on a parlé des formations, voilà, on a parlé de toutes ces choses-là et c'est des questions qui reviennent souvent. J'avais écrit un article d'ailleurs à ce sujet, c'est des questions qui reviennent très 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 souvent. Et comment choisir un bon coach? Si vous voulez vous faire accompagner par un coach, il faut que la personne soit formée. Il faut qu'elle soit supervisée ou en tout cas qu'elle soit mentorée ou qu'elle continue à se former régulièrement. Il faut aussi que la personne ait un code de déontologie. Moi, si vous allez sur mon site, dans les mentions légales, vous verrez, j'ai mis mon code de déontologie. J'ai fait partie pendant plusieurs années de l'EMCC. Il existe deux associations de coachs. Vous avez l'ICF, qui est très connu, et vous avez l'EMCC. L'EMCC, c'est plus européen. L'ICF, c'est international. Moi, je préfère l'EMCC parce que, voilà, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus chaleureux. Et j'ai fait partie de l'EMCC pendant 2 ans et demi à peu près. Donc, j'ai adhéré à leur code de déontologie et je n'en sortirai pas. Leur code de déontologie est très bien, il est très bien écrit et je le respecte. Je le respecte vraiment. Ça m'est arrivé de refuser des personnes. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai refusé une personne qui voulait que je l'accompagne pour développer son activité. Une personne qui m'a dit être diagnostiquée schizophrène. Voilà. Elle me dit, je suis diagnostiquée schizophrène. Ça fait déjà quelques temps que j'aide des personnes qui ont aussi cette maladie, etc. Je vous avertis, j'ai mon chéri qui arrive. Voilà, ça fait déjà quelques temps que voilà, j'aide des personnes comme ça et j'aimerais développer ça. Je l'ai refusé un accompagnement. Parce que pour moi, c'est quand même une maladie qui est quand même assez importante. Et je ne me sentais pas déontologiquement et même, je vous dirais, au niveau humainement, d'accompagner quelqu'un qui avait une maladie de ce type-là. Mais je me serais franchement pas sentie juste d'accompagner une personne schizophrène. Donc, ça arrive régulièrement que je refuse des personnes. Et quand j'étais coach de vie, si je sentais que les personnes étaient très borderline ou vraiment, voilà, ben, soit je leur disais, je suis d'accord pour vous accompagner, mais à côté de ça, vous allez voir un psy. Soit je leur disais, je ne vous accompagne pas, vous allez voir un psy. Parce que j'étais juste pas la bonne personne, en fait. Et pendant longtemps, j'ai accompagné des personnes qui allaient à la fois voir des psychiatres ou des psychothérapeutes ou des psychologues et qui venaient me voir aussi moi. Et c'était tout à fait OK.
Mais par contre, je refusais systématiquement les personnes qui ne voulaient pas se faire aider. Parce que malgré tout, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une vie entre les mains. Et c'est important toujours de s'en rappeler de ça. Ok, donc je pense que vu qu'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Oui, il y a en effet très peu d'infos, Amélie, sur tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un live spécifique à ça. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que j'ai rendez-vous avec ma comptable. Donc vu que je dois partir très tôt de chez moi, je ne pourrai pas vous faire de live. Donc on se retrouvera mardi dans 2 semaines pour un prochain live. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie pour votre participation et pour avoir été aussi nombreuses aujourd'hui. J'étais contente de voir qu'il y a eu des moments où on a approché les 35. C'est top, c'est cool. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Gros bisous à toutes.